Mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. La ministre québécoise responsable de la condition féminine, Martine Biron, avait parlé à un certain point de rouvrir le débat sur l'avortement au Québec, mais pas pour l'enlever, pour le garantir davantage. Ça avait soulevé des questions parce que des gens avaient dit « Ouais, mais c'est pas vraiment menacé, pourquoi tu vas faire un débat là-dessus? » Et finalement, elle a réorienté son affaire ou sa volonté autour peut-être d'un autre enjeu qui serait de rendre les moyens de contraception là, pour éviter des avortements inutiles, pour en tout cas que des gens, que des jeunes ou des gens aient le maximum de moyens de prévenir des grossesses non souhaitées. Donc, de rendre gratuit l'ensemble des moyens de contraception. On va en parler tout de suite avec le docteur Elio Dario Garcia, qui est le président de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est une question sur laquelle votre association s'est déjà penchée? Oui, effectivement, on a eu des sorties publiques à ce sujet-là. Et puis, d'ailleurs, je crois en avoir discuté avec vous il y a quelques temps. Et dernièrement, on a été contacté, comme vous l'avez bien dit, par le secrétariat de la condition féminine pour pouvoir exposer notre opinion. Et clairement, c'est quelque chose qu'on appuie. Ouais. Pourquoi? Expliquez-nous le pourquoi. Là. Comment vous pensez qu'une telle mesure pourrait aider des gens? Mais vous savez, en médecine, d'abord, le meilleur investissement, c'est la prévention. Donc, déjà là, éviter des complications soit associées à une grossesse non désirée, soit associées à une IVG, à une interruption volontaire de la grossesse, ou à la procédure en soi de l'IVG. Donc, c'est déjà une façon de redonner du pouvoir à nos femmes au Québec. Vous savez, les grossesses non désirées, c'est un fléau qui n'affecte pas par égal, je veux dire, il y a une couple qui tombe enceinte, mais celle qui porte toutes les fardeaux, c'est les femmes. Donc, ça viendrait à rendre ça plus équitable, donner du pouvoir aux femmes par rapport au contrôle de sa vie, et surtout, du point de vue médical, ce serait une équation gagnante, là. Parce que vous pensez qu'on éviterait certaines grossesses non désirées qui se terminent par des interruptions volontaires de grossesse, là, des avortements. Ça, c'est clair. Là. On croit tous que, bien sûr, il va y en avoir différentes choses. Vous savez, malheureusement, il y en a encore beaucoup de grossesses non désirées. Donc, ça, il peut y avoir différentes issues d'une grossesse non désirée, soit que la femme, pour différentes façons problématiques, ne puisse pas avoir accès à une interruption si elle le désire. Donc, qu'elle soit contrainte à suivre une grossesse, et probablement cette femme a déjà des problèmes médicaux qui font que cette grossesse-là puisse être beaucoup plus compliquée, donc même mettre en danger sa vie. Donc déjà là, il y a un avantage. Deuxièmement, si elle a accès à une interruption volontaire de la grossesse, mais c'est un acte médical qui peut laisser des séquelles pour le corps de la femme, donc même si celle-là est évitée, c'est déjà un avantage important pour les femmes. Mm-hmm. Est-ce que dans votre esprit, si on dit on rend gratuit toutes les formes de contraception, c'est vraiment toutes les formes qui s'adressent aux hommes, qui s'adressent aux femmes, tout ce qui tourne autour de la contraception, on trouve une façon de distribuer ça gratuitement? OK. Tout d'abord, la contraception, je vais vous en parler plus des femmes, c'est mon spécialité, là. Donc, comme tout médicament, il n'y en a pas un médicament qui est bon pour tout le monde, d'accord? Chaque médicament est pour une personne en particulier. Donc, il faut avoir plus qu'une option. Ça, c'est clair. Par la suite, il y a des contraceptions à court terme, comme les pilules contraceptives, et c'est ça qui nous vient à la tête chaque fois qu'on en parle. Mais il y a des contraceptions beaucoup plus efficaces, qu'on appelle des méthodes contraceptives à longue portée, à longue durée, et qui ont pas juste l'avantage d'être des excellentes méthodes contraceptives, mais aussi ont la possibilité d'éviter d'autres problèmes médicaux chez la femme. Donc, moi, est-ce que je crois qu'il devrait tout être mis sur la table? La réponse est oui. Par rapport aux hommes... Quand vous parlez de long terme, par exemple, c'est le stérilet ou c'est de ça dont on parle? Effectivement, c'est les stérilets et c'est les implants subcutanés. Les stérilets, il y en a deux sortes. Les stérilets en cuivre qu'on utilise de moins en moins. Moi, dans ma pratique, j'utilise presque plus. Et des stérilets médicamentés qui, d'ailleurs, ils avaient été approuvés initialement au Canada pour 5 ans et la FDA aux États-Unis vient de prolonger cette utilisation-là pour jusqu'à une période de 8 ans depuis juillet 2022. Oui, c'est à ça que je fais allusion. Et vous dites tout ça devrait être mis sur la table comme étant potentiellement fourni gratuitement?
La réponse est oui. Vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est que on peut dire, bah, mais une pilule contraceptive coûte beaucoup moins cher qu'une stérilet médicamentée, je ne pourrais pas vous dire le prix exact, mais peut ronder peut-être $500. Il faut voir ça sur une période plus longue, là, parce qu'une stérilet médicamentée, s'il coûte $500, puis on étire ça sur 8 ans, vous savez, c'est moins de $100 par année, là. Et donc, il revient beaucoup moins cher qu'une pilule contraceptive. Alors, il n'y a pas vraiment d'excuse pour donner accès à la pilule contraceptive et pas aux autres méthodes qui sont plus efficaces et que sur le long terme, ils coûtent d'ailleurs moins cher, coûteraient moins cher à la société. Mais donc, vous, dans votre esprit, c'est un débat de société qui est utile. Vous disiez, bon, les interruptions volontaires de grossesse, au Québec, c'est disponible, évidemment. Est-ce que c'est en augmentation? Parce qu'on pourrait penser qu'on a des jeunes de plus en plus éduqués, que la contraception, c'est de moins en moins tabou, c'est quand même disponible. Il reste l'aspect financier là, dont on vient de parler en début d'entrevue, mais est-ce que d'une année à l'autre, mettons dans la dernière décennie ou dans le dernier 20 ans, est-ce qu'il y a de plus en plus ou est-ce qu'on est dans une stabilité du nombre d'interruptions de grossesse? Malheureusement, j'ai pas les chiffres exacts pour pouvoir vous donner une information éduquée, là, mais c'est clair qu'on n'a pas diminué le nombre d'interruptions volontaires de grossesse. Donc, ça demeure un problème, ça demeure quelque chose qui est fréquent, là. Qui comporte, parce que vous avez dit, on évite des complications, ça demeure une opération médicale courante, mais qui comporte, comme tout ce qu'on fait en médecine, qui comporte quoi, sa part de risque? Effectivement, il faut pas banaliser les opérations ou les procédures médicales. Vous avez là l'exemple le plus commun quand on reçoit une consulte d'une dame qui veut une ligature des trompes. On en parle tellement facilement que des fois on oublie que ce sont des chirurgies et qui peuvent comporter certains facteurs de risque. Pour une interruption de grossesse, et surtout une interruption de grossesse chirurgicale, parce qu'il y en a quand même des interruptions médicamenteuses, mais là il faut travailler à l'intérieur de l'utérus. Et souvent, c'est des actes qui se font sur des jeunes femmes et ça peut laisser des séquelles à l'intérieur de l'utérus à très long terme et même compromettre la fertilité future, là, la capacité de éventuellement avoir un enfant quand c'est le temps. Ouais. Ben voilà, donc on va surveiller. Donc vous dites, la ministre vous m'avez mentionné ça en début d'entrevue, la ministre vous a consulté là-dessus, donc comme association, vous avez fait partie des intervenants qu'on a interpellés? Oui, effectivement, il y en a pas plus que 10 jours. J'ai été dans une réunion avec le secrétariat de la condition féminine. J'ai été accompagné ce jour-là des gens de l'Association des gynéco-obstétriques du Canada et on a eu une discussion très productive là, qui a duré environ 1 heure parce que, bien sûr, ils collectent des données puis ils voulaient savoir les données du terrain et la partie scientifique, là. Docteur Garcia, je suis curieux de vous entendre. C'est une histoire que vous n'avez peut-être pas suivie, mais je vous la raconte et vous allez comprendre vite. Parce que vous savez que maintenant, aux États-Unis, là, tous les mouvements anti-avortement, au Texas, l'avortement est interdit. Et il y a une dame de 31 ans, Kate Cox, qui portait un enfant. Et on avait réalisé probablement qu'une amniosynthèse, l'enfant avait une trisomie 18 et que dans l'état de la grossesse, l'enfant allait décéder intra-utérin. Évidemment dangereux pour la mère, mais malgré tout ça, on interdisait aux médecins traitants de provoquer ce qui était la chose médicalement suggérée, l'avortement, parce que l'avortement étant interdit, était interdit. Cette femme-là a finalement gagné devant le tribunal parce que son avocat a plaidé que si l'enfant mourait intra-utérin, ça pourrait affecter sa fertilité future. Donc, c'est sa fertilité future et son potentiel d'avoir d'autres enfants au nom de la religion qui lui ont permis d'obtenir une décision favorable du juge. Mais je suis curieux de vous entendre, vous, qui êtes médecin, comment vous voyez, comment vous imaginez, par exemple, que votre collègue là, qui suivait cette femme-là, c'est vous, si on vous disait, il y a une femme, elle a un enfant trisomie 18, il survivra pas, il va mourir à 7 ou 8 mois intra-utérin, vous pouvez pas procéder à l'avortement, vous sentiriez comment? Ben, je me sentirais extrêmement impuissant. Vous savez, on s'est tous préparés, nous autres, pour sauver des vies humaines. Et comme vous l'avez dit, il y a des situations très particulières. Le cas que vous avez décrit est assez clair. La trisomie 18, c'est des enfants extrêmement malades. Donc, on se sentirait comme médecin extrêmement impuissant. J'en ai entendu des situations qui sont encore plus, aberrantes. Et vu que vous avez sorti ça, il y en a des pays encore dans le monde où est-ce que si une femme fait une grossesse ectopique,
tant aussi longtemps que le cœur du bébé, de l'embryon est positif, elle ne peut pas être opérée. Et ça, c'est une menace directe sur la vie de la maman dans les semaines qui suivent. Là, c'est même pas à long terme. Mais corrigez-moi, un enfant qui décède intra-utérin, qui décède dans l'utérus, c'est dangereux ça aussi, non? Au bout de quelques jours, infection, Oui. etc. Il y a un danger. Ouais. Effectivement, il faut faire une interruption de grossesse. Ouais. C'est quand même incroyable que dans un pays avancé comme les États-Unis, un pays de science, la médecine puisse plus faire son travail, non? C'est comme inquiétant, bizarre. Écoutez, je suis complètement d'accord avec vous là, et moi, comme je vous dis, surtout en fonction de ma formation, pour moi, ça devient encore plus difficile à accepter ou à croire que c'est que peut-être l'est pour vous ou d'autres. Mais c'est incroyable que où est-ce qu'on puisse mettre en danger par des croyances quelconques, sans fondement et clairement en danger la vie d'une femme. Là. Ouais. Docteur Garcia, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours un plaisir. Le balado de